Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous n'avez pas trop froid? Moi, j'ai un petit peu froid. Un petit peu. Heureusement qu'on ne vous a pas fait manger tout en haut, parce que sinon, on aurait retrouvé des glaçons. Chloé, alors on va se tutoyer. On est passé au tutoiement pendant le déjeuner. Tu es l'un des visages de la relation client, de l'interaction client. C'est une petite famille. Et tu fais partie aujourd'hui des référentes dans cette famille. Ça y est, il fait monter la pression. Mais avant d'atterrir dans cet univers impitoyable du marketing client, de la relation client, tu as commencé par faire des études dans la communication. Et d'ailleurs, initialement, tu te destinais à l'échange interculturel. Communication, donc 4 ans dans la communication, et puis bascule dans l'univers client chez Canal+, en tant que responsable projet et marketing de 2000 à 2011. 2011-2018 chez PMU, en tant que directrice des services et de la relation client, responsable connaissance client et pilotage de la data. Et puis, dernièrement, arrivé chez BNP Paribas pour relever un super challenge, en tant que directrice marketing client, Partners in Action for Customer Experience. Ouais, ça en jette. Ouais, ça en jette. La première question, c'est comment est-ce qu'on passe de l'univers de la communication à l'univers de la relation client, surtout qu'en arrivant chez Canal+, tu me disais que les gens se sont demandé ce que tu faisais là et si on t'avait puni pour te mettre à la relation client chez Canal+. Alors, il y a plusieurs réponses à tout ça. Il y a évidemment des gens et des projets, des rencontres qui font qu'on a envie de rejoindre des équipes, d'être partie prenante d'une transformation, puisque chez Canal, on est passé des abonnements à la relation client, donc voilà, des vrais changements un peu structurants. Ceci dit, dans les deux cas, un point commun, dans la deuxième agence en communication où j'ai travaillé, je travaillais sur le hors-média, donc pas la pub. On avait une baseline qui était des relations efficaces avec des publics utiles. Alors finalement, les 4 mots sont intéressants. Le point commun entre communication et relation client, c'est la relation. On est effectivement sur le lien entre la marque et le consommateur. Des relations efficaces, on est sur les intérêts convergents entre la marque et le client. Alors aujourd'hui, on ne parlerait pas forcément d'efficacité, mais c'est ce bénéfice mutuel qu'on peut trouver dans une relation win-win. Avec des publics utiles, des publics, je pense que c'est une notion qui n'est pas du tout utilisée en relation client. Le marketing ne parle pas de public, il parle de cible, mais il ne parle pas de public. Et je pense que ce qui est intéressant et ce qui a beaucoup bougé ces dernières années, c'est justement qu'on avait tendance à se dire que la communication travaillait sur les publics intermédiaires, les journalistes, les communications internes, les employés, etc. Et puis le marketing qui adressait le consommateur final. Et ce que je trouve qui bouge pas mal ces derniers temps et qui fait l'intérêt, je pense, de nos métiers, c'est qu'on commence à adresser des personnes qui sont multicasquettes. Et on peut avoir un employé qui est client, on peut avoir un client qui est partenaire, on peut avoir un fournisseur qui est prospect. Enfin, voilà. Et c'est ce côté un peu multifacette fait que les deux sujets se rejoignent. Et puis finalement, donc, la partie utile, c'est aussi la prise de conscience de l'intérêt de ces métiers. La communication, moi quand j'y étais, c'était le truc un peu strass et paillettes et futile. Je sais qu'il y a encore des directeurs de la communication qui en souffrent, alors qu'il y a une vraie valeur, il y a un vrai rôle dans les entreprises. De la même façon, la relation client sont effectivement des métiers peu reconnus. Quand je suis passée du marketing chez Canal à la relation client, effectivement, on me regardait avec des yeux bizarres. Mais ce qui était terrible, c'est pas tellement que les gens du siège se demandent ce que j'allais fiche au service client. C'était effectivement l'image dégradée que les gens des services clients ont d'eux-mêmes en se disant mais nous, on est dans un métier voilà, au fond du couloir à droite et pas du tout valorisé. Et je trouve que voilà, les points communs, ils sont probablement là. Tu me disais en préparant cette intervention que tu as amené un changement de mentalité au sein des équipes de Canal+, pour leur dire, mais vous, en fait, vous n'êtes pas les équipes juste au fond du couloir. Vous êtes ceux qui sont au contact des clients. Et cette voix du client, finalement, elle est extrêmement précieuse pour l'entreprise. Elle doit servir de feedback. Je sais que tu as énormément valorisé les équipes. Tu as fait monter certaines personnes sur les marches de Cannes. Finalement, quels ont été justement ces changements et cette conduite du changement que tu as pu opérer au sein des équipes?
Alors, chez Canal, j'ai modestement collaboré à un effort collectif. On avait cette conviction, effectivement, que les équipes qui inventent la télé, comme ensuite au PMU, les gens qui inventent les produits, chez BNP aujourd'hui la même chose, mais tous ceux qui inventent les produits, en fait, font quelque chose, un travail qu'ils imaginent être absolument merveilleux, et tout peut se fracasser en 3 minutes de conversation écrite ou orale avec un conseiller qui peut parfaitement réussir à traiter la demande ou pas du tout. Et finalement, le client va raccrocher ou arrêter d'écrire en disant « Ah, chez Canal, c'est vraiment des truffes ». Voilà, et on se dit, voilà, des efforts de milliers de personnes pour arriver à la fin à un truc qui s'arrête parce que, je sais pas, un outil n'a pas marché, un process a été défaillant, un argumentaire n'était pas le bon, une formation était mal faite, un recrutement a été mal pensé, une rémunération a été mal gaulée, peu importe. Mais il y a un truc qui, à un moment, fait que ça ne marche pas dans la relation interpersonnelle incarnée par le conseiller. Voilà. Et ce à quoi on a cru avec l'équipe à l'époque au service client France de Canal, c'était ça. C'était vraiment se dire le plus important dans un service client, c'est le conseiller. Le patron, il est loin. Alors, je ne sais pas, tout à l'heure, il y a une phrase que je ne connaissais pas, là, de Bain, qui était l'obsession des frontlines, mais je crois vraiment à ça. L'avantage incroyable du vendeur ou du conseiller sur tout le reste des équipes marketing, c'est que tous les jours, il se prend en face de lui, dans la gueule, l'insatisfaction du client. Et donc, il est obligé de bouger parce que c'est extrêmement inconfortable. Et je trouve que voilà, ça, c'est quelque chose qui nous a fait évoluer. Et si on tombe amoureux de ce métier, et la plupart des gens que je connais et qui travaillent dans ce métier, et on le voyait ce matin avec la jeune femme de Claudie Pierlot, quand on aime ce métier, c'est parce qu'on est là à côté du conseiller et on est là pour le soutenir et l'aider et faire en sorte qu'il y arrive, quoi. Donc qu'il y arrive grâce à des outils, qu'il y arrive grâce à un management, qu'il y arrive grâce à des produits qui sont bien, mais il faut qu'il y arrive. Et cette transformation, on arrive à l'opérer si on a envie de l'aider pour qu'il puisse effectivement aider le client à la fin et que ça marche. Alors, tu parlais de marketing, le marketing qui va finalement concevoir un idéal, et puis les conseillers qui sont confrontés à la réalité, parfois la triste réalité, ou pas, effectivement. Il y a aussi plein de belles choses qui se passent au sein de ces services clients. On entendait ce matin parler de l'exemple de Zappos. Oui, ou même d'idées innovantes qui viennent des clients eux-mêmes et qui sont jetées à la volée, qui se perdent parce que c'est pas aspiré, c'est pas remonté, donc c'est pas uniquement du négatif, ça peut être du très positif. Oui, absolument. Et la question que je te posais, c'est est-ce que le clivage marketing et relations clients existe toujours? Est-il encore d'actualité ou est-il terminé? On fait un sondage. Qui est-ce qui vote pour c'est fini? Ouais. Ok. Non, concrètement, c'est pas complètement fini. Après, il y a de plus en plus de postes autour de l'expérience client, du marketing client, enfin, même des postes clients tout court. Donc, je pense qu'on ne va pas se la raconter. Il n'y a pas des montagnes de chefs de produits marketing qui courent les services clients ou qui vont dans les points de vente. C'est dommage, mais maintenant il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de patrons qui ont la conviction qu'il faut rapprocher les deux. Il y a de plus en plus d'outils qui permettent de remonter les insights des clients, les traçages des conseillers, des interactions avec les clients. Donc il y a quand même beaucoup plus de porosité entre les deux métiers. Après, je pense qu'il n'y en aura jamais assez. Ceci dit, c'est ce qu'on se disait en amont, c'est qu'à mon avis, le sujet, il n'est pas uniquement entre marketing et relations clients, il est plus vaste. Alors oui, tu me disais, finalement, aujourd'hui, tout le monde veut s'emparer de cette relation client. Tout le monde, dans l'entreprise, veut interagir avec le client. Donc c'est presque finalement une nouvelle opportunité, mais c'est aussi un défi. Et je crois que ça fait aussi partie aujourd'hui de tes missions. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce phénomène où tu constates que tout le monde veut s'emparer de cette relation avec le client, et comment est-ce qu'on fait en sorte que ça fonctionne et qu'on capitalise sur cette opportunité plutôt que d'essayer de cloisonner, de restreindre, de processer? Le vrai truc, c'est que moi je trouve, ça fait un peu moins de 20 ans maintenant que je grenouille autour des sujets clients. Au début, c'était le truc tout pourri dont personne ne voulait s'occuper. Dans l'imaginaire collectif, c'était la gestion de la réclamation, le service après-vente. Enfin bref, si les gens pouvaient s'en occuper et que personne ne pouvait en parler, c'était quand même bien. Et on trouvait ça extrêmement ingrat. Je trouve que vraiment, ce qui a changé ces dernières années, c'est que, alors,
tous les rapports annuels écrivent à un endroit ou à un autre, on est customer-centrique, voilà, toutes nos décisions sont centrées sur le client. Voilà. Bon, la vraie vie, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, l'intention, elle est extrêmement partagée et tout le monde en parle au plus haut niveau de direction. Sans forcément tirer les conclusions sur si on veut le faire pour de vrai, ça veut dire quoi. Mais en tout cas, tout le monde a l'impression que le client, c'est chez lui. Le commerce dit, ah ben non, le client, il m'appartient. Le marketing dit, bah non, il est chez moi. La relation client dit, bah non, il est chez moi. Et finalement, chacun va avoir son mot à dire sur le sujet. On voit maintenant, pour des questions de symétrie des attentions, la RH qui peut s'emparer du sujet, avec le rapport aussi, quand on va un peu loin, sur l'innovation participative entre les employés et les clients. On se dit, là, il y a un truc à jouer. Donc, peut-être des sujets aussi pour des instances de digital ou d'innovation. La finance peut se poser des questions. Et d'un seul coup, tout le monde se dit, le client, il est chez moi. Alors, quand il est chez tout le monde, il est chez personne. Donc avant, il était vraiment chez personne. Maintenant, il est de nouveau chez personne, mais pour d'autres raisons. Et je trouve que la vraie question, c'est ça. C'est finalement, qui va défendre les intérêts du client? Si tout le monde le fait, c'est génial. Il y a des boîtes qui sont conçues comme ça. Enfin, quand on entend un Airbnb, quand on entend un Blablacar, ils sont nés par le besoin client au départ. Mais la plupart des boîtes, on a d'abord inventé un produit, puis on s'est dit, au fait, c'est quoi mon marché pour aller le vendre? Et puis voilà, donc la révolution copernicienne qui retourne l'entreprise, là, elle est en cours. Et pour moi, il y a deux vrais enjeux. Il y en a un qui est un sujet d'orchestration. C'est un moment qui dit, hé les mecs, on va tous là, et garantit cette cohésion. Parce que si chacun fait super méga bien pour le client, mais tout seul dans son coin, collectivement, ça ne marche pas. C'est un peu le nouveau contrat social de Rousseau, là, l'intérêt de chacun individuellement ne converge pas avec l'intérêt collectif. Là, la bonne volonté de chacun individuellement ne converge pas avec la capacité collective à délivrer un truc qui se voit du point de vue du client. Et plus les entreprises sont grosses et silotées, plus elles vont délivrer des trucs canonissimes individuellement, mais totalement incohérents. Et cette cacophonie, elle est inaudible pour le client et elle est décourageante pour les équipes qui ont l'impression de bosser comme des dingues pour délivrer un truc qui, au final, ne marche pas. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu d'orchestration. Donc soit par un Alors DG... comment on fait pour justement aboutir à cette cohérence, cette orchestration? C'est une question d'outils, c'est une question de process, c'est une décision de choix, de décision stratégique. On a la formule déjà Je pense que si on l'avait, ce serait réglé. Non, il n'y a pas de formule. Je pense que c'est plein de choses. C'est de la vision au plus haut niveau de direction, ou c'est la capacité à la raconter, parce qu'on peut avoir une super vision, mais si elle n'est pas partagée, portée, ça ne marche pas. Évidemment, si les outils sont tout pourris et empêchent de faire, c'est plus compliqué. Maintenant, on le voit, quand on donne de la latitude à un conseiller pour envoyer un bouquet de fleurs à un client et on se dit que ça va faire la différence, c'est aussi cette latitude-là qu'il faut donner. Enfin, quand j'étais au PMU, je disais à mes conseillers, je leur disais, mais vous devez obéir aux règles, sauf si les règles sont complètement connes. Alors ils disaient, oui, mais comment on fait pour savoir à quel moment la règle elle est débile? Je dis, c'est justement là votre marge de manœuvre. Et donc, s'il y a un moment où vous voyez bien que ça ne marche pas, vous devez désobéir. Il y a une espèce un exemple de transgression positive? Oui, à un moment, effectivement, alors je prends un exemple chez Canal dont j'ai un souvenir vraiment prégnant. On faisait les balbutiements du rebond commercial en push proactif sur le poste du conseiller. Donc la machine prenait le début de tentative de push proactif. Et donc le conseiller avait un client qui était Canal+, une cliente en l'occurrence qui était Canal+, et à qui il fallait vendre du CanalSat. Et tous les feux étaient au vert, il fallait lui vendre du CanalSat, c'était évident. Et la dame appelait pour expliquer qu'elle était hospitalisée et que son mari venait d'être mis en tôle. Donc non, il fallait pas la faire, la vente, quoi. Et non, donc non. Et il y a eu un moment où il était tétanisé en se disant, mais je ne peux pas, quoi. Enfin, c'est impossible dans le déroulement de la conversation. Et non, on la fait pas. Enfin voilà, et évidemment on la fait pas. Et il n'y a pas de débat d'ailleurs. Il n'y a aucun chef qui va aller engueuler le conseiller en disant fallait la faire. Donc ça marche. Donc voilà. Donc pour moi, il y a vraiment un sujet d'orchestration. Et le deuxième sujet, et qui est vachement important aussi, c'est un sujet de capacité à abandonner un peu de son efficacité personnelle au service d'une efficacité collective. C'est la capacité à un moment à se dire peut-être que moi je vais faire un peu moins bien. Je prends un exemple sur une fonctionnalité sur un site web où on va dire moi j'aurai la capacité à demander le développement de ce truc pour que ce soit absolument parfait, qu'il soit nickel. Ouais, sauf qu'il sera incohérent avec ce qui se passe avant, ce qui se passe après, le reste des interfaces qu'il peut y avoir, ou s'il y a plusieurs
je sais pas quoi, chapitres ou pages à l'intérieur du site, ça va introduire finalement quelque chose qui est complètement illisible pour le client. Tant pis, je vais réfréner ma capacité à avancer sur mon projet, moi, toute seule. Je vais abandonner l'efficacité d'une campagne marketing parce que effectivement, j'ai besoin de tenir mes objectifs et il faut que je vende tel ou tel produit. Ouais, mais à ce moment-là, mon voisin de palier qui, lui, travaille sur la satisfaction des clients ou l'autre qui va travailler sur je ne sais pas quoi, il va être moins bon. Donc, il faut que j'accepte de faire, moi, peut-être 80% de ma performance. Il faut que l'outil, je l'utilise à 80% de sa capacité pour que, collectivement, on soit vachement meilleur et qu'on travaille dessus. Et on voit aujourd'hui que les suites logicielles qui sont proposées, et tous les outils travaillent à dire, nous, on fait tout. Il n'y en a pas un seul qui fait tout, par définition. Mais cette question du puzzle, moi je parle du Tetris parce que j'aime bien qu'il y ait des lignes complètes qui à un moment descendent, mais cette question du puzzle des interfaces, elle vaut aussi sur les périmètres d'habilitation des organisations pour qu'on arrive à faire en sorte que tous collectivement, on délivre un service qui est canon. Mais pour ça, effectivement, il faut accepter de se mettre au service du collectif. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de culture d'entreprise, mais aussi de politique de rémunération, d'objectifs et d'incentives qui sont finalement très personnels, c'est-à-dire que le marketing va être incentivé sur son métier, son acquisition, sa transformation, et finalement, qu'est-ce qu'il regarde? C'est l'atteinte de son objectif sans prendre nécessairement en compte un objectif plus global, centré sur le client. Donc finalement, est-ce que cette transformation, c'est pas à l'échelle de l'individu, mais c'est à l'échelle de la stratégie de la boîte et de sa culture? Alors, oui, et en même temps, quand on dit ça, tout de suite, ça fait peur parce qu'on se dit, ouais, mais si tout le monde ne bouge pas, moi, je ne vais pas bouger tout seul dans mon coin parce que je vais me prendre des retours de bâton ou ça ne servira à rien. Donc là, on reprend le conte africain du colibri, là, avec le grand incendie, puis il met sa goutte, on dit, ça ne sert à rien, la goutte. Oui, mais si la goutte, si chacun la met, elle finit par éteindre l'incendie. Donc, oui, pour moi, c'est une vraie question holistique où il faut qu'on ait la globalité de l'entreprise qui se tourne. Et donc, c'est une question de tout. C'est une question de rémunération, d'objectifs de performance, c'est une question de qualité, c'est une question de locaux, c'est une question d'outils, c'est une question de formation, de critères de recrutement, de tout. Et c'est bien la capacité à aligner tout. Et c'est là où la vision, elle doit permettre de raconter la même histoire, chacun attaquant par sa façade et racontant sa partie de l'histoire, mais qui fait que tout ensemble, on est tous en train de mettre notre pièce au puzzle là, et que ça marche. Mais pour autant, faut bien commencer par un bout. Donc voilà, c'est là où la seule chose, c'est que s'il y en a qui commencent par un bout, il faut qu'on commence le même puzzle. Parce que s'il y en a qui commencent chacun un puzzle différent, à la fin, ça ne marchera pas non plus, quoi. Alors, en passant chez PMU, tu as été en charge de la data. On a parlé de données transactionnelles, on a parlé de données relationnelles. Tu m'expliquais que finalement, on fait un usage très avancé de la donnée transactionnelle et qu'on sous-exploite la donnée relationnelle. Donc, est-ce que tu peux, pour tout le monde, expliquer la différence entre transactionnel et relationnel et pourquoi est-ce qu'on sous-exploite cette donnée relationnelle et qu'est-ce qu'on devrait en faire et est-ce qu'on peut aujourd'hui l'exploiter? Alors, c'est que ma conviction, mais... moi, je trouve que le problème ces dernières années s'est déplacé. On était beaucoup sur des problématiques de collecte. On est quand même de moins en moins sur des problématiques de collecte. On est beaucoup plus sur des questions d'exploitation, de gouvernance, de qualité de la data pour permettre une exploitation et puis d'exploitation en tant que telle. Ce changement, il est assez structurant. De la data transactionnelle, on en a plus ou moins. Au PMU, on n'en avait pas. Alors la transaction, c'est quoi ? La transaction, c'est la trace de l'acte d'achat. Après, ça dépend des produits et des services. Mais au PMU, par exemple, c'est le récépissé. Chez Canal+, c'était l'abonnement. C'était la consommation, éventuellement, pour ceux sur lesquels on n'était pas en analogique, mais en numérique, la consommation de la chaîne, etc. Donc, c'est la trace du contact avec la marque. Donc ça dépend, effectivement. Donc, c'est le résultat, en fait. C'est le résultat, voilà, final. C'est la trace concrète laissée par l'empreinte que laisse le client dans ses interactions avec la marque. Après, il y a une deuxième trace qui sont plutôt sur les données de navigation qu'on exploite de plus en plus, pas forcément dans les campagnes, mais de plus en plus quand même, et qu'on utilise en tout cas dans pas mal de sollicitations, des déclenchements de chat, des tas de trucs. Donc ça, effectivement, il y a de plus en plus de capacité à pouvoir exploiter ces données de navigation sur les sites et les apps. Et puis après, il y a la manne incroyable de la donnée relationnelle, qui sont les corpus écrits et audio
de relations entre le client et la marque. Donc vraiment, le contenu, des mails, des chats, des courriers, des appels, des messages sur Messenger, etc., etc. Ce contenu-là, c'est pour moi le seul que le client a l'impression, a l'intention de donner à la marque. Les transactions et la navigation, il le fait à son insu. Il n'y pense pas. Alors de plus en plus, il est conscient, voire éventuellement il est d'accord s'il y voit un intérêt. Mais enfin, il ne le fait pas exprès, et puis il n'a pas le choix. La relation, il prend son téléphone, il nous appelle pour nous dire quelque chose. Il a bien l'intention qu'on le comprenne et qu'on le prenne en considération. Oui, il a fait cet effort-là de formaliser sa pensée, ses besoins, etc. Et celle-là, aujourd'hui, elle est encore au mieux tracée. Quelquefois, pour une partie, elle peut être enregistrée. Allez, soyons fous, des fois, il y a un peu de text mining pour aller l'interpréter en connaissance client. De là à l'interpréter en relation one-to-one, pour que dans chaque interaction, on ait l'intelligence de l'intégralité des conversations passées entre la marque et le client au moment où moi j'arrive, là, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire. Donc, il y en a qui commencent. Pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord, les technos ne sont pas matures de la même façon. Sur l'écrit, on commence à être sacrément bon. Sur l'audio, on balbutie encore. Il y a des nouvelles technos qui arrivent qui sont vraiment chouettes. Il y a effectivement de la capacité à la retranscription qui sont canons. Voilà. Mais c'est peut-être aussi par... on ne savait pas, enfin, on n'y a pas forcément pensé. Mais donc, il y a sûrement plusieurs raisons. Mais en tout cas, aujourd'hui, je trouve que vraiment, cette capacité à interpréter ces corpus-là, elle peut faire une différence de dingue si on arrive à le faire. Parce que là, on a une manne d'informations. Alors, imaginez le nombre d'études qu'il faudrait faire pour avoir l'équivalent de ce qu'il y a dans ces corpus. Et dans les traçages qu'on fait aujourd'hui, on arrive à tracer généralement la demande principale du client, mais pas l'intégralité de ce qu'il a raconté. Donc, typiquement pour des énergéticiens ou Canal, où le déménagement était un moment charnière, un client qui appelle pour une perte d'identifiant, donc, voilà, et qui, by the way, dit bah oui, en plus, c'est galère parce que je suis en train de déménager. Tac, ça rentre, il n'a fait aucune demande particulière. Si la machine est capable d'interpréter et de mettre un warning en disant hop là, attention, celui-là, il risque de déménager, voilà, on a une opportunité de rétention qui est canon. Donc, maturité technologique. On a beaucoup parlé en fait de technologie aujourd'hui et on se rend compte qu'on a tous des envies, des idées, beaucoup de fantasmes et finalement une technologie qui n'est pas encore à maturité, capable de... Oui, ou qui est capable et qu'on ne sait pas encore exploiter, ouais. Ou une question aussi d'arbitrage sur les technos qu'on met en place dans nos entités. Hein. C'est-à-dire ? Qu'on ne peut pas forcément courir tous les lièvres à la fois, donc il y a des questions d'arbitrage budgétaire, de capacité à faire des équipes, des technos, il y en a... C'est quoi les priorités du marché en ce moment ? Du marché de la relation client ? Ouais, on les a entendus dans la journée. Hein. Enfin, je pense qu'il y a des vrais sujets sur la voix pour savoir ce qu'on va pouvoir en faire. Il y a des vrais sujets autour de ces questions d'exploitation pour de vrai de la data, quand on parle de perso, de contextualisation. Enfin, quand on a envie de contextualiser ou de personnaliser jusqu'à l'émotion qui peut être évoquée par le client, on se dit genre jusqu'où on va ? Est-ce que ça fait froid dans le dos et c'est du Big Brother ou pas ? Enfin, on a un équilibre à trouver. Parce qu'en même temps, si on me parle à moi et que c'est plus pertinent, je suis plutôt hyper contente. Donc je pense que ces sujets de contexte au sens large, ça c'est un vrai enjeu pour nous tous. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un sujet en tant que tel autour de l'organisation, de la capacité des entreprises à effectivement faire travailler tous ces gens qui de plus en plus sont conscients de cet enjeu autour du client, de les faire travailler ensemble, de les faire converger. Et notamment, un sujet tout simple, mais qui forcément réconcilie le marketing et la relation client, c'est le sujet du sortant et de l'entrant. Quand on parle de conversation, il n'y a plus d'entrant, il n'y a plus de sortant. Donc à un moment, comment dans un fil de conversation, si on est sur Messenger, comment j'interagis en glissant à la fois de la réponse aux questions du client et du proactif et de l'offre, etc. Comment ça s'articule ? C'est quoi finalement le bon tempo ? Enfin, ce sujet-là, pour moi, il est passionnant et il oblige effectivement les différentes personnes qui, au final, touchent le client à se poser la question de savoir comment c'est vécu, comment c'est vu vulgairement au cul du camion, là, comment dans la vraie vie ça a lieu, comment ça s'opère, quoi. Chloé, j'ai une dernière question. En préparant Conversation, cette deuxième édition, on a voulu amener davantage de femmes sur scène. Elles sont aujourd'hui sous-représentées, difficiles finalement aussi à faire venir. Comment est-ce que c'est possible encore en 2018 ? Vous avez mal cherché, il y en a plein. Dans la relation client, il y en a plein. Celles qui ont eu les palmes de la relation client, il y a une année, il y en a eu 3, il n'y a eu que des femmes. Donc, on n'arrive pas à les faire venir.
On n'arrive pas à la faire venir, elle bosse. Oh, c'est moche. Non, c'est possible. Je pense qu'il y a plein de raisons. C'est pas, le plafond de verre et cette espèce de conflit en se disant mais est-ce que je peux, est-ce que je le vaux, ouais. Je trouve que c'est des réflexes qu'on a beaucoup. Faudrait leur demander, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, on a moins de capacité probablement à prendre la parole, à prendre la lumière, et pourtant, dans ces métiers du marketing et de la relation client, il y en a plein, dans la com, il y en a plein. Et il y en a plein qui font un boulot merveilleux. Donc, peut-être les obliger à prendre ce temps-là. Moi, je trouve que le temps de mettre des mots sur ce qu'on fait, c'est aussi un temps qui nous oblige à penser ce qu'on fait. Voilà, de prendre un peu de recul et d'être aussi plus capable de l'expliquer à ses propres équipes ou à ses collègues de façon à faire avancer les choses. Donc, je ne ferai jamais assez de prosélytisme pour des interventions, que ce soit dans des écoles, dans des conférences. Je trouve que ça vaut toujours la peine. Bon, mesdames, le message est passé. Pour l'année prochaine, on espère que vous serez plus nombreuses sur scène avec nous. Chloé, tu as assisté à l'ensemble de la journée. Est-ce que tu veux adresser une conclusion? Est-ce que tu as, en tout cas, à minima, une idée clé que tu as envie de ramener en sortant de conversation? En fait, il y a une intervention à laquelle je ne m'attendais pas, on va dire, sur les adblockers ce matin, qui ne fait que continuer à me convaincre de la convergence de nos métiers. Finalement, le fait que les clients, les consommateurs, les internautes bloquent les publicités, non pas en les bloquant de façon globale, mais en les filtrant par rapport à leurs propres enjeux. C'est aussi la démonstration qu'on a un vrai pari gagnant-gagnant à tenir, nous les marques, avec nos utilisateurs, on peut les utiliser comme on veut, et que finalement... la pub a exactement les mêmes problématiques que la relation client. Moi, je suis frappée, je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais quand j'ai commencé en relation client, c'était le truc, personne ne savait ce que c'était, personne se forme en disant quand je serai grand, je ferai de la relation client. De plus en plus de gens autour de moi font de la relation client, alors par des biais extrêmement différents, des formations d'ingénieurs qui mènent à ça, des gens qui sont sur du marketing produit, mais qui vont penser marketing client, des gens qui sont dans le commerce et qui se disent moi je ne fais pas du commerce, je fais de la vente au client final. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de convergence des intérêts de tout le monde, et effectivement sur les sujets de gestion, de managérial, de recrutement, de formation, on a aussi cette convergence pour se dire comment on adresse ces publics. Moi, ce qui me frappe, c'est que plus j'avance, plus j'entends de témoignages. Et l'intelligence artificielle, on parle d'innovation, mais c'est de l'innovation au service de l'expérience client pour le client final. On fait tous le même métier. Donc la question, c'est maintenant comment on va se parler et le temps qu'on prend à l'intérieur des organisations pour se parler entre nous, pour regarder les choses du point de vue de celui qui, au final, va vivre ce qu'on essaye de construire collectivement. Renouer la conversation dans l'entreprise. Merci beaucoup, Chloé. Merci.